La classe socket va représenter la connexion et permettre de la manipuler. Donc elle va servir de deux côtés, côté client et côté serveur. Chaque processus va avoir accès à la socket, à une socket pour pouvoir écrire dans la communication ou lire dans la communication. Du côté client, la construction de la socket est simplement de euh, créer ici cet objet de type socket auquel on va passer un objet un peu compliqué qui s'appelle service en entrée-sortie. Ici, c'est le nom de la variable qu'on a donné, le type étant IO service, qui est en fait un objet d'accès au réseau. Donc en créant cet objet, on va définir un accès au réseau et c'est sur cet accès au réseau qu'on va créer les objets de type socket. Donc on va toujours passer ça en paramètres. Il faudra faire attention à nouveau dans tous vos codes, surtout quand vous serez en multithread, que l'objet de service d'entrée-sortie soit unique et que tout le monde utilise le même pour créer les différentes communications si vous avez différents objets qui manipulent le service. C'est le cas par exemple du serveur multithread qui va avoir plusieurs sockets avec plusieurs clients puisque dans le TP6, vous verrez, votre serveur va communiquer avec plusieurs clients à la fois. On verra plus loin comment du côté serveur on va créer la socket. Donc il y a pour chaque socket, il y a deux points terminaux. Il y a le point terminal local qui est accessible via local endpoint et le point terminal distant accessible via remote endpoint. Donc les deux sont juste ici ce sont des getters en fait. On peut récupérer l'information sur ces endpoints grâce à ces méthodes. Donc on va voir maintenant le détail de la programmation du client et du serveur que vous allez mettre en place dans le TP5. Donc de façon la plus simple possible, on va essayer de minimiser le nombre de lignes pour vous donner un client le plus simple qui soit pour se connecter sur un serveur. Donc le client doit simplement ouvrir une connexion vers le serveur, éventuellement grâce à une résolution DNS, si on ne connaît que le nom du serveur, et instancier la classe socket pour pouvoir communiquer avec le serveur. Une fois que la communication est ouverte, on va pouvoir ensuite envoyer ou recevoir des données sur cette connexion et à la fin fermer la connexion. Donc c'est exactement ce que vous ferez en TP et là on vous présente les premières étapes de la connexion. Donc, schématiquement, on crée l'objet, ça nous sert ensuite à ouvrir la connexion TCP vers le serveur. On a un cycle de vie où on va avoir une succession d'envoi et de réception. Et à la fin, on aura une fermeture de la connexion TCP. Ici, il faudra faire un petit peu attention dans ce premier exercice de TP. Vous allez avoir en fait un client et un serveur qui vont avoir une communication très simple. L'un va envoyer quelque chose, il faut que l'autre, au moment où on lui envoie quelque chose, essaye de le lire. Sinon, la communication ne fonctionne pas. Donc vous ferez attention à ne pas essayer d'envoyer des deux côtés sans lire ou autre chose de ce genre. On a chaque année des surprises sur ce que vous faites faire aux clients et aux serveurs. Surtout, initialement, dans les fichiers que l'on vous donne, il n'y a pas de communication qui soit en place, mais il y a tout de même des affichages qui se font pour dire où est-ce que vous devez programmer les communications. Donc si vous lancez vos programmes initialement sans avoir créé de socket ni quoi que ce soit, vous allez avoir des affichages tels que le client envoie tel chiffre, le serveur reçoit tel nombre, etc. Donc faites bien attention à ce que vous ayez bien mis les envois et la réception aux bons endroits, sinon vous allez avoir l'impression que quelque chose se passe alors qu'il n'y a pas de communication. Donc là, il faudra bien regarder votre code et pas vous laisser avoir par ça. Donc bien envoyer ce qu'il faut envoyer au bon moment et recevoir ce qu'il faut recevoir au bon moment. Donc la méthode connect de la classe socket permet réellement de déclencher le message SYN qui initie la poignée de main TCP SYN, SYNACK, ACK que vous connaissez, que vous avez déjà vu en cours de réseau. Donc pour cette méthode, il faut envoyer à la socket, il faut utiliser en fait comme paramètre de la méthode un point distant auquel on va se connecter. Donc il faut avoir une socket qui a été construite et ensuite faire un appel
socket.connect d'un endpoint pour pouvoir avoir cet établissement de communication. La méthode est bloquante, c'est-à-dire que le thread qui appelle la méthode ne continuera pas son exécution tant que la connexion n'est pas établie. C'est-à-dire que la poignée moins TCP doit se conclure pour que la méthode puisse, le thread puisse continuer son exécution correctement. Vous verrez en TP ce qui se passe quand la connexion n'est pas établie correctement, une exception est levée et votre programme crash sur l'exception. Donc voilà un client minimal sans résolution DNS. Donc ici, il n'y a pas de résolution DNS, il y a simplement juste une IP statique ici qui est donnée dans le programme et vous avez ici les 6 lignes les plus simples pour établir une connexion TCP. On ne fait absolument rien de la connexion, là il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de lecture, il va falloir les coder ensuite, vous, quand vous ferez votre programme. Donc le plus simple qu'on puisse faire, c'est définir ici donc le service d'entrée-sortie qui va nous servir à créer la socket. Une fois qu'on a créé la socket ici, il n'y a pas de communication établie, il n'y a même pas de définition de serveur à contacter. On construit l'adresse du serveur à partir d'une chaîne de caractères, comme je vous l'ai dit, en utilisant la méthode fromString d'adresse v4, et ensuite on va construire le point distant, ici, en passant un nombre qui est un numéro de port sur lequel le serveur doit attendre une connexion a priori. Et ensuite, simplement, on se connecte à ce point distant. Si le serveur existe et a un bon numéro de port ici, cela fonctionnera. Une bonne façon de tester ce genre de client minimal sans avoir encore construit un serveur, c'est de faire une connexion sur un serveur que vous connaissez et qui accepte des connexions. Si vous avez par exemple l'adresse IP d'un serveur web, vous pouvez vous connecter sur son port 80, il répondra à la connexion. Vous n'aurez aucun échange au niveau protocolaire avec le serveur, puisque là pour l'instant vous n'avez pas programmé d'échange, mais simplement le SYNAC ACK du serveur, vous pourrez le tester, et donc tester votre code en passant donc l'IP du serveur web et le port 80. Ensuite, pour votre TP à vous, le port que vous allez utiliser ici sera un port utilisateur, puisque vous allez créer un serveur sur un port utilisateur, donc ce sera un port avec une grande valeur, et non pas un port comme le port 80 qui est un port réservé au système. Voilà donc la même chose, mais cette fois-ci avec résolution DNS, ce qui est un petit peu plus compliqué. Donc il faut préparer ici un résolveur, donc on l'a appelé requêteur, voilà. Donc comme souvent les noms de variables en français correspondent à des noms de classes en anglais. Et ici on prépare une requête pour dire on voudrait avoir l'IP associé au nom de machine transit. Et on passe dans la requête le numéro de port aussi qui nous intéresse, mais cette fois-ci sous forme de chaîne de caractères. Donc faites attention, ça c'est une petite différence entre la construction d'adresse pour les endpoints qui se faisait avec ici un numéro de port numérique. Là le numéro de port se fera en chaîne de caractères. Donc, ça risque de vous poser quelques problèmes de compilation le temps que vous vous en rendiez compte, mais donc faites bien attention à ça. Ici, le nom qu'on utilise, c'est transit, parce que le TP est conçu pour être fait sur les machines de l'IUT. Et dans les machines de l'IUT, vous avez le domaine .ut2, .upmf, etc. qui se rajoute normalement, puisque dans votre configuration d'ordinateur fixe sur lequel vous travaillez, le domaine est défini, et donc il est rajouté automatiquement quand il n'y a pas de nom de domaine donné sur la machine. Si vous faites ce TP à un autre endroit et que vous avez d'autres machines, ici vous allez être obligé d'utiliser un nom complet pour pouvoir avoir une résolution DNS qui fonctionne. Faites attention donc à bien avoir cette résolution avec ce nom complet. On va ensuite ici résoudre la requête qui a été construite en faisant un appel au requêteur pour lui demander de résoudre cette requête, et on obtient un objet ici qui est un itérateur en fait. Tout simplement, ce n'est pas une réponse simple IP numéro de port, puisque une requête DNS peut avoir plusieurs réponses.
il peut y avoir des services qui sont proposés par plusieurs machines IP. Si vous faites une requête DNS par exemple sur www.google.fr, a priori vous avez plusieurs IP qui sont possibles pour cette requête-là. Donc ici, ce que l'on obtient, c'est en fait une liste de réponses, et ce que l'on va faire là, c'est simplement demander la première réponse de cette liste, puisqu'on n'en a besoin que d'une. Donc on va pouvoir se connecter directement sur le point distant avec la première réponse. À nouveau, pour les TP, et si vous voulez le faire dans des configurations qui ne sont pas celles de l'IUT, faites attention que dans cette liste, il peut y avoir des réponses qui sont des réponses en IPv6, et pas uniquement des réponses en IPv4. À ce moment-là, la réponse que vous avez va pas être utilisable par les outils que vous utilisez, qui sont des outils faits pour l'IPv4 dans l'introduction de ce cours. Donc il faudra éventuellement ici regarder dans votre exécution si l'adresse que vous obtenez est bien une adresse IPv4 et pas IPv6. Si c'est une adresse IPv6, il faudra éventuellement chercher une autre réponse dans l'itérateur que la première. Donc ici, aller chercher la réponse 1 ou 2 ou 3 s'il y en a plusieurs. Je vous laisse essayer. Ce sera en essai-erreur. Vous arriverez à trouver une réponse IPv4 a priori.